Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire axé sur la question des logements intermédiaires. Je suis accompagné à mes côtés par Tristan Ruiz. Vous le voyez de la petite fenêtre. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer, le temps que tout le monde puisse se connecter. On est déjà une bonne soixantaine. Donc, on va bientôt démarrer cette présentation. On aura pour une quarantaine de minutes. Et puis, à tout de suite. Bonjour aux derniers arrivants. On prend encore une petite dernière minute avant de commencer, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent au webinaire. On va commencer à 9h03, 9h04, disons. Parce que le nombre de participants va augmenter, est en train d'augmenter de manière assez dynamique. Je vous propose de démarrer. Là, le nombre des participants s'est plutôt stabilisé. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, c'est le bienvenue au deuxième webinaire proposé par Adéquation autour de la thématique du projet des lois liées au logement intermédiaire. Donc, c'est le deuxième webinaire. C'est une série de les trois webinaires qui s'étalent entre mardi et donc hier et demain jeudi. Merci à tous d'être là. En introduction, je vous donne quelques petites règles de communication, sachant qu'on a quand même un temps assez limité et donc ça va être très difficile d'avoir des interactions avec vous à l'oral. Donc, je vous propose d'écrire vos questions dans la petite chat qui se trouve à votre droite. Il y a Tristan avec moi qui me permettra donc de répondre un peu les questions, mais il vous répondra au fur et à mesure aussi, et dans la mesure du possible, aux questions qui sont posées dans la petite chat. Donc, comme je vous disais, c'est le deuxième webinaire autour de cette question du logement intermédiaire. C'est quelque chose d'important pour nous chez Adéquation, de pouvoir essayer de déchiffrer en fait ce projet de loi qui a fait beaucoup de débats, notamment sur cette question liée à l'intégration du logement intermédiaire dans la loi SRU. On ne va pas reprendre ce débat parce que ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de déchiffrer à l'état actuel ce projet de loi et vous donner, on vous transmettre quelques clés de compréhension, en tout cas la façon dont nous, on a commencé à lire, à interpréter les textes. Pour les gens qui ne nous connaissent pas ou pas assez bien, donc Adéquation, c'est un cabinet d'études qui est né à peu près il y a une vingtaine d'années à Lyon et qui travaille à l'échelle nationale avec tous les acteurs de la filière de l'immobilier.
donc à la fois des promoteurs, des collectivités, des opérateurs, des bailleurs sociaux. Donc, on a cette capacité de pouvoir échanger et entendre un peu le langage de tout le monde. Et on est capable de proposer différentes formes d'accompagnement, des études des marchés, mais aussi sur des démarches d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets plus complexes, à la fois de planification territoriale, comme l'élaboration des plans, des PLH, mais aussi sur le montage d'opérations et la conduite des projets immobiliers. Donc aujourd'hui, on a une bonne centaine de collaborateurs. On arrive à produire énormément d'émissions d'études chaque année sur l'ensemble des territoires. Et on a cette capacité d'être implanté localement parce qu'on a 9 implantations régionales. Donc, on est vraiment en contact avec les différents marchés qui structurent l'échelle nationale. Mais aussi, on a cette implantation géographique régionalisée qui nous permet d'être en contact avec les acteurs du territoire. Et ça, c'est vraiment un avantage pour pouvoir comprendre et analyser les différentes dynamiques qui sillonnent les territoires. Concernant la question du logement intermédiaire, depuis des années, effectivement, Adéquation propose et réalise des études concernant le logement intermédiaire. Sur les 3 dernières années, on a proposé et développé 6500 études pour différents clients, des bailleurs sociaux, des collectivités, des promoteurs, des exploitants, des résidences gérées et des investisseurs. Vous voyez ici un peu la carte à notre droite qui représente en fait cette géographie sur l'ensemble des études réalisées. Et c'est quand même un point important. On se base en fait sur cette connaissance de ce dispositif, de ce produit, justement pour apporter du conseil, pour éclairer les décisions. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de lancer cette série des 3 webinaires autour de cette thématique du logement intermédiaire. Mais concernant, donc je m'appelle Alessandro Elli, je suis directeur marché acteur public. Donc j'interviens avec à côté de mes collègues Tristan Ruiz, qui vous voyez à l'écran, qui a présenté hier le webinaire concernant plutôt axé pour les bailleurs sociaux. Et puis et Bénédicte Coulon, pareil, directrice marché, plutôt résidence gérée et services, qui elle interviendra demain pour le 3e webinaire. Voilà. Donc, dernier mot d'introduction. Effectivement, chez Adéquation, ces 3 webinaires font partie de la DELAB. C'est quelque chose qui est produit par Adéquation depuis un certain temps, parce qu'on pense que c'est important pouvoir déchiffrer les actualités et notamment autour de ces questions des logements. Nous avons la capacité de mobiliser des ressources et puis de s'intéresser justement à ces nouveaux produits qui, au fil du temps, ont émergé, notamment en France. On a commencé avec la question du BRS et de la création de EFS. Puis il y a eu un deuxième webinaire à Paris, au pavillon de l'Arsenal, il me semble entre 2021 et 2022, autour de la question du living au sens large. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'est les journées LLI, donc c'est cette série de 3 webinaires qui nous animent et qui nous mobilisent cette semaine. Je vous conseille, pour avoir un peu plus d'informations, d'aller sur notre site internet. Vous voyez les liens qui est situé en bas à droite. Donc, c'est les médias d'Adéquation. C'est vraiment on a un support de communication, d'information qui est ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques minutes de votre temps cette semaine ou la prochaine pour faire un tour sur notre page média. Vous y trouverez énormément d'informations intéressantes. Et donc, terminer les présentations, on va s'élancer dans ce deuxième webinaire. Je voulais juste remercier notre direction de la communication pour l'appui. Je préfère ce remerciement en introduction plutôt qu'à la fin, parce qu'on n'a jamais de temps à la fin. Et c'est vrai qu'ils nous ont énormément aidés pour mettre en place et rendre opérationnelle cette idée des webinaires. Donc, venons aux choses sérieuses.
au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Effectivement, pour les personnes qui ont participé hier, qui sont inscrites donc peut-être au webinaire de Tristan, mais aussi au webinaire de Bénédicte, juste en présentation, il y a une partie commune à ces trois présentations, mais après, pour chacun des trois webinaires, on a décliné une thématique assez spécifique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu comment ce logement intermédiaire est un produit adapté pour toutes les collectivités territoriales. Et notamment, on va avoir à travers des exemples, notamment celui de la métropole de Bordeaux, quel potentiel de développement existe sur les différents territoires. On va articuler des échelles, à la fois des analyses à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle territoriale. Et avant de faire tout ça, bien entendu, on va essayer de décrypter ce projet de loi qui a fait beaucoup de débats et qui n'est pas encore totalement arrêté parce qu'il y a des décrets d'application qui vont voir le jour très prochainement. En tout cas, voilà, on essaie de vous donner une première analyse, un premier regard assez objectif du contenu de ce projet de loi. Donc, quand on parle du logement locataire intermédiaire, de quoi on parle exactement? Ce n'est pas une nouveauté qui date de 2024. Au contraire, c'est quelque chose qui existe déjà en France depuis 2014. Et puis, il a été modifié, augmenté avec deux réformes, d'abord en 2022 et aujourd'hui, donc, cette nouvelle étape en 2024. Sachant que voilà, il y a vraiment une question sous-jacente, c'est la question du logement au sens général. Le logement intermédiaire, c'est un énième produit qu'on peut trouver. C'est un nouveau segment des marchés qui est vraiment fait l'objet d'une mesure renforcée par le gouvernement. Moi, je ne vais pas exprimer forcément un point de vue, une position vis-à-vis de ce projet de loi. Il faut quand même avoir en tête que c'est quelque chose d'assez important. Hein. Enfin, moi, en tant qu'étranger, et quand je suis arrivé en France, je connaissais ni la langue et je n'avais pas le logement. Il ne faut pas oublier, il faut avoir toujours en tête que voilà, la maîtrise de la langue et la possibilité d'accéder à un logement en fonction de nos ressources, c'est vraiment des facteurs d'intégration à la vie sociale et économique dans tous les territoires et dans tous les pays. Donc, quand on parle du logement locatif intermédiaire, c'est un logement qui a été pensé pour répondre effectivement à des problématiques plutôt de la classe moyenne. Donc, quand on regarde les loyers, effectivement, c'est un logement qui se situe entre les loyers appliqués au logement social et puis les loyers sur le marché libre. Donc, on décote d'environ entre 10 et 20 points en fonction des territoires et en fonction des tensions du marché existantes. C'est un logement qui est éligible principalement sur les zonages Pinel A et B1. On sait très bien qu'en fait, sur d'autres zonages, genre le zonage B2 et C, c'est plutôt d'autres produits des marchés qui sont axés. Et notamment, on pense le PLI qui prend la suite, même si c'est peu développé par rapport à l'ELI. Et puis le PLS qui a un taux aussi beaucoup plus favorable. Donc, l'ELI a été pensé comme étant un complément, en fait, à l'offre des produits au logement social. Il y a cette condition des mixités, c'est-à-dire qu'à l'échelle des projets de l'ensemble immobilier, il faut avoir en tête que ce calcul s'est fait en fonction de la présence d'un pourcentage de 25% du logement locatif social. C'est une évolution. D'abord, on prenait comme référence le calcul des surfaces. Aujourd'hui, avec les différentes réformes, on est plutôt passé sur un calcul sur la base des logements, sur le nombre des logements. Et donc, effectivement, c'est une évolution parce que on a vu, on connaît très bien les difficultés pour réaliser ces calculs et surtout pour réaliser ces conditions de mixité. Il y a aussi une autre caractéristique pour ce produit, c'est qu'il y a un engagement à la location des 20 ans minimum, même s'il y a une possibilité après des reventes au bout de 11 et 16 ans. Il faut comprendre que les principaux acteurs institutionnels, effectivement, ils ont des stratégies assez spécifiques. Souvent, ils commencent à revendre
leur logement, leur parc de logement au bout de l'11e, 16e année, ils le font principalement pour permettre leur nom de fonds propres et donc pouvoir continuer à encore investir. Mais voilà, c'est des stratégies vraiment qui s'appliquent à chacun des acteurs de manière assez spécifique. Et donc, il ne faut pas prendre ça comme une règle générale. Il y a des acteurs qui sont plutôt zoologiques de patrimoine, donc ils vont porter jusqu'au bout la gestion et le portage de ces logements. D'autres, voilà, ils décident en fonction de leur stratégie de se diluer ou de les revendre au bout de 11 ou 16 ans. Et puis, c'est quand même un dispositif, c'est quand même un produit logement qui a une fiscalité propre avec une TVA à 10% et un crédit d'impôt qui a été introduit assez récemment en 2021, cheval entre 2021 et 2022, justement un remplacement de la TFPB. Et donc, c'est l'État qui prend en charge ça, sachant qu'effectivement, au début, l'exclusion de la TFPB pouvait poser des problèmes, notamment sur des communes avec un budget de fonctionnement assez tendu. Donc, l'État a pris un peu la main dessus et porte cette charge. Ça, c'est vraiment quelques caractéristiques du dispositif général. Après, aujourd'hui, il y a des spécificités qui ont un impact sur les collectivités territoriales. Et c'est là, en fait, la question de la comptabilisation ou pas dans les dispositifs SRU rentre en compte. Donc, le projet de loi tel qu'il a été proposé pour l'instant ne comptabilise pas l'inventaire des logements sociaux pris en compte pour la temps de cible imposée, c'est-à-dire 20 à 25% en fonction de la taille de la commune, de sa situation géographique et dans ses territoires d'appartenance. Il faut une autre caractéristique, même si ça reste un peu dans les esprits, mais c'est depuis 2022 qui a été supprimé. En fait, le LELI n'est pas interdit en commune carencée tant que les conditions de mixité sont remplies. On l'a vu tout à l'heure, la condition de mixité. Tant que ce paramètre est rempli, on peut encore développer, même si la commune fait l'objet d'une carence, on peut développer du LLI. Et puis, l'idée vraiment de ce dispositif, de ces produits, c'est que le logement intermédiaire puisse participer à la création de l'équilibre au sein des marchés les plus tendus entre le logement locatif social et les loyers libres. On voit de plus en plus à travers nos analyses, mais aussi en fonction des évolutions macroéconomiques et sociétales à l'échelle nationale, qu'il y a des territoires qui sont vraiment sur des marchés immobiliers assez tendus et que des parts des classes moyennes ont de plus en plus du mal à pouvoir s'y loger. Et donc, il se pose vraiment la question de la mobilité géographique des personnes et comment permettre à ces classes moyennes, notamment on verra dans le détail tout à l'heure, mais on parle de la 5e et 6e décile, de trouver des solutions de logement. Quand on parle de 5e et 6e décile, il faut avoir en tête que derrière tout ça, il y a des professions assez classiques. Et ça peut être des agents de la fonction publique, des couples mixtes. Mais bref, c'est des gens qui participent au fonctionnement de la vie quotidienne. Rappelons-nous, pendant la Covid, il y a eu tout ce débat autour des professions clés pour le fonctionnement de notre société, de notre quotidien. Quand on parle des classes moyennes, mais aussi des classes moins défavorisées, c'est exactement ces gens des personnes qui aujourd'hui ont du mal à trouver une solution de logement. Et comme j'ai dit à l'introduction, c'est très important pour le logement. Ça permet vraiment de s'insérer dans la vie active et dans la vie sociale. Une autre caractéristique, c'est que depuis 2021, l'agrément préfectoral devient une simple déclaration, donc c'est plus obligatoire. Ça permet aussi donc de fluidifier la production et le montage de ces opérations qui intègrent une part de logements locatifs intermédiaires. Et dernière question, donc la commission d'attribution des logements devient facultatif. Donc c'est un autre élément qui permet un certain dynamisme dans la production de ce produit. Donc, assez récemment, donc depuis la fin de l'année dernière, il y a eu des évolutions sur les zonages de Pinel. On a vu une augmentation du nombre de communes en zone A et B1. On a pris
on a fait cet exercice en fait, de cartographier ces évolutions pour montrer effectivement quelles sont les principales zones concernées. Et donc, on a plus de 200 communes qui se trouvent aujourd'hui dans ces zonages et qui concernent environ 4,5 millions d'habitants. Donc, c'est quelque chose d'assez important qui va avoir des impacts directs sur le nombre de ménages, justement les potentiels des ménages éligibles à ce produit des marchés. Il va y avoir aussi le pacte LLI qui a été signé plus récemment en mars 2024, prévoit une deuxième vague des reclassements qui doit pouvoir incrémenter les nombres de communes éligibles LLI. Donc, il va y avoir une augmentation à peu près estimée d'1,5 million d'habitants en plus qui vont s'ajouter déjà aux 4,5 millions d'habitants concernés. Donc, effectivement, on va voir qu'il y a une augmentation de la masse des habitants concernés, donc du potentiel de développement de ce produit qui est très intéressant et qui, après, se décline, bien entendu, à l'échelle locale en fonction des caractéristiques et des dynamiques propres à chaque territoire et propre à chaque marché. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. On essaie de vous mettre ça en avant pour vous donner une perspective sur ce qui pourrait venir au cours des mois et des années prochains. Quand on parle du projet de loi de finances 2024 et donc du LLI, de quoi on parle exactement? Quelles sont les principales évolutions par rapport à ce qu'on a connu sur les années passées et depuis 2014, donc l'année de lancement de ce nouveau produit des marchés. Alors, il y a quatre grandes questions clés, en tout cas quatre évolutions principales. Donc, il y a une extension du régime LLI au parc ancien. Donc, on est vraiment dans une logique là d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et c'est vraiment une des grandes politiques portées par l'État. Et donc, le fait d'inclure en fait ce parc ancien sous réserve des travaux d'amélioration de la performance énergétique, c'est une façon pour pouvoir créer des économies d'échelle et surtout permettre aux investisseurs, aux promoteurs, mais aussi aux opérateurs spécialisés dans les opérations d'acquisition-amélioration, de trouver d'autres équilibres économiques à l'échelle de leurs opérations. On sait très bien que les travaux pour améliorer la classe énergétique parfois sont assez coûteux. Et puis donc, trouver des appels d'air, trouver d'autres ressources permettant d'équilibrer ces opérations-là, c'est quelque chose d'assez intéressant et extrêmement important pour ces opérateurs. Il y a une extension, deuxième caractéristique, il y a une extension du LLI aux résidences gérées d'études type étudiants, seniors actifs. Vraiment, l'objectif de ce projet de loi, c'est permettre à ces catégories, à ces classes moyennes, donc aux étudiants qui sortent de leurs études, mais aussi à des actifs, des entrants sur le marché du travail, des personnes plus âgées, de trouver des solutions leur permettant de garder un logement, d'avoir un toit sur la tête. Donc, c'est très important. Et puis, comme je le disais, voilà, il y a cette question d'extension géographique du zonage LLI à d'autres territoires communes, en dehors des évolutions des zonages. On voit là qu'il y a une volonté de l'État, notamment d'appuyer la politique de réindustrialisation, donc en ouvrant ces territoires d'industrie verte à la production des LLI. L'idée, c'est vraiment essayer de mettre d'un côté, d'avoir une cohérence en termes de politique macroéconomique et donc trouver une réponse pour pouvoir permettre aux classes moyennes, aux travailleurs du quotidien d'avoir une solution de logement. Peut-être qu'il y a des questions. Désolé de vous. Les questions, je vais les prendre par la suite, une fois cette diapo terminée. Alors, pour le moment, Alessandro, on est à peu près à jour dans les questions. Donc, d'accord, merci Tristan. Et puis, dernière caractéristique, c'est rendre éligible les LLI à des supports d'investissement. J'ai entendu beaucoup parler de cette volonté du gouvernement, en tout cas d'institutionnaliser, comme c'est le cas déjà un peu aujourd'hui,
la production du logement intermédiaire à travers vraiment des grands opérateurs, ce projet de loi, quand même, il ouvre la possibilité aussi de mobiliser des finances et des épargnes des particuliers pour pouvoir justement supporter ces catégories d'investissement. Donc, ce n'est pas forcément un remplacement du dispositif Pinel, mais voilà, on est dans cette logique vraiment de mettre en contribution les ressources nationales, mais aussi des particuliers, dans cet effort de production de ce segment, de ce produit de logement en plus. Donc, plus spécifiquement, on va regarder là l'article 1 de cette loi, de ce projet de loi qui reste, qui est encore en train d'être soumis, qui peut être encore soumis à des évolutions parce qu'il a été lancé dans les parcours législatifs, donc il y a beaucoup d'échanges. Il y a le Conseil d'État qui a donné son avis, plusieurs personnes concernées se sont exprimées plus ou moins contre le projet de loi, mais c'est quelque chose qui va être, il y a une évolution. Et en tout cas, ce qu'on va essayer de faire là, c'est vraiment un petit décryptage de cet article 1 qui nous concerne particulièrement parce qu'il vise notamment la prise en compte du logement intermédiaire dans la loi SRU pour les communes qui s'engagent dans une trajectoire de rattrapage. Et c'est vraiment un sujet qui a fait beaucoup de bruit. Comme je vous le répète, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire du débat. On souhaite simplement vous donner quelques éléments de compréhension, en tout cas notre manière d'analyser cet article 1 de ce projet de loi du logement abordable. Donc, il y a 3 axes forts qui ont été mis en avant dans l'article 1. Donc, le premier axe, c'est renforcer l'adaptabilité, l'acceptabilité du dispositif SRU. On voit très bien que là, on rentre dans une logique de décentralisation, d'une volonté de l'État, du gouvernement, vraiment de décentraliser davantage et prendre en compte les spécificités locales, justement pour favoriser les rattrapages des communes qui se trouvent dans une situation de carence et qui se sont engagées dans un parcours de création du logement social, donc d'atteinte des objectifs qui leur ont été fixés depuis la création du dispositif SRU. Et donc, la mesure envisagée vise vraiment à favoriser la mise en place d'un rattrapage cohérent et planifié. Donc, on rentre là dans une logique vraiment des contractualisations. Quand on parle des décentralisation et des contractualisations, effectivement, c'est vraiment comment dire, des caractéristiques, des manières de faire, des caractéristiques des politiques publiques qui visent effectivement à permettre aux acteurs locaux d'avoir un peu ou davantage la main mise sur les politiques mises en place, notamment dans les cas d'élaboration de plans des PLH et favoriser donc on a comment dire une mise en place des dynamiques et donc un accomplissement un peu plus souple des dispositifs et des contraintes mises en place par les dispositifs SRU. Donc, on n'est plus dans une dynamique, dans une logique très mécanique, on est plutôt dans quelque chose de dynamique et de contractualisé. Deuxième axe, c'est effectivement donc, de maintenir l'ambition du rattrapage SRU, du dispositif SRU en faveur des ménages les plus modestes. Néanmoins, le logement locatif intermédiaire intervient dans cette dynamisation, dans cette mise en place d'une logique de dynamisation des lancements plus opérationnels des projets, parce que la somme des logements financés en PLS et LLI pris en compte ne pourra pas dépasser 40% de l'objectif triennal. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, il y a un deuxième objectif qualitatif qui est toujours d'actualité parce qu'il demeure toujours applicable. Donc, il faut compter quand on s'élance dans ces calculs comme un maximum de 30% du PLS et un minimum de 30% du PLLI dans les cadres de logique et de stratégie de rattrapage. Donc, une commune ne pourra pas utiliser son contrat de mixité sociale pour augmenter à 40% sa part des logements financés en PLS. Et puis, donc, effectivement, il y a le troisième axe qui vise à inciter le développement de l'offre. Donc, la quota LLI ne constitue plus ou pas un sous-objectif en soi.
parce qu'elle n'est ouverte que dans la limite de 25% de l'objectif triennal de la commune, hein. L'idée, vraiment, c'est utiliser le LLI comme un dispositif permettant, je me répète, désolé, mais de financer des projets immobiliers, de venir à compléter des projets immobiliers qui, eux, sont axés davantage sur la production du logement social. Donc, c'est vraiment, nous, on voit ça comme une volonté du gouvernement et du législateur de mettre en place une dynamique plus favorisant, en tout cas plus axée sur les caractéristiques de toutes les communes et donc les inciter dans une logique de contractualisation à lancer des opérations et donc à rentrer dans une trajectoire de rattrapage dynamique. Concrètement, de quoi on parle? En fait, on a regardé ce projet de loi, et notamment la partie étude d'impact, et on s'aperçoit que le nombre, vous voyez ici, en fait, ce tableau il est assez intéressant parce qu'il montre le nombre de communes, effectivement, qui peuvent utiliser les logements locatifs intermédiaires pour rentrer dans cette logique de rattrapage sans forcément développer des objectifs spécifiques en termes de production des LELI et ne pas excéder ce quota des 25% sur l'objectif triennal. Donc, on voit très bien là qu'aujourd'hui, il y a un écart par rapport aux objectifs fixés par les dispositifs SRU. On a 656 communes qui ont un écart inférieur à 10%. Et donc, qui potentiellement, ils peuvent d'ores et déjà s'élancer dans l'intégration du logement locatif intermédiaire dans leur projet de développement. Il y en a d'autres pour lesquels l'écart est compris entre 10 et 15%. Donc, on a compté 271, dont 132 avec un écart compris entre 12 points. C'est-à-dire que c'est des communes qui, sous peu, pourraient avoir un écart inférieur à 10%. Et donc, là aussi, rentrer dans cette logique d'intégration du logement intermédiaire dans leur rythme de production. Parce qu'il faut avoir en tête, désolé, peut-être je ne l'ai pas repris, je ne l'ai pas spécifié, c'est qu'effectivement, en fonction des objectifs du dispositif SRU fixé, donc on est à 20 ou 25% des logements sociaux par rapport au parc résidentiel global sur la commune, c'est seulement ces communes dont l'écart est inférieur à 10% qui peuvent introduire la partie de logement intermédiaire dans leur calcul et donc dans la production en termes de flux. On ne va pas travailler sur les stocks, mais vraiment le projet vise à favoriser la mise en place opérationnelle d'opérations en appuyant les flux de production. Donc, concrètement, on a identifié 200 environ 26 800 logements locatifs intermédiaires qui pourraient être éligibles au titre du bilan 2023 et 2025, dans l'hypothèse où l'ensemble de ces 656 communes avec un écart inférieur à 10% vont se saisir pleinement de la possibilité offerte par la mesure en concluant donc des contrats de mixité sociale qui ouvrent à l'intégration du logement locatif intermédiaire jusqu'à cette fraction maximum de 25% de l'objectif triennal. C'est quelque chose d'important parce que du coup, ça permet effectivement, je me répète, de financer la production du logement locatif social. On est arrivé à la fin de cette présentation de cette partie 1, donc concernant le dispositif proposé par cette loi. Je vais peut-être regarder, Tristan, au niveau des questions. Alessandro, tu as une question de Xavier que je te retourne, auquel je ne sais pas forcément répondre, puisque c'est une question politique. Donc, je me dis que tu auras plus de talent que moi. Le LLI ne doit-il pas prendre plus en charge le logement très social? Sans être exclusif, il n'est pas normal qu'une société aide les personnes ayant un travail davantage, plus, que les exclus du marché du travail, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une question relative finalement au quota SRU que tu évoquais tout à l'heure. C'est une question politique. Aujourd'hui, on voit que je vous fais un petit retour d'expérience par rapport
à différents territoires et à ma connaissance des dynamiques à l'heure, on voit très bien qu'aujourd'hui, avec en plus l'arrivée des plateformes, etc., qui sont venus à court-circuiter un peu les systèmes locatifs, ou en tout cas qui vont mettre en tension encore plus le marché de l'immobilier, on voit très bien qu'effectivement, il y a toujours cette question de comment satisfaire les populations les plus modestes. Mais n'oublions pas que, comme je disais en introduction, les logements, c'est un outil, un élément, un besoin essentiel de chacun des êtres humains. Donc, il faut penser à tout le monde, il faut penser davantage aux personnes modestes, mais aussi à la classe moyenne. Quand on est étudiant, quand on est senior, quand on est désactif et on n'arrive pas à gagner forcément énormément d'argent, on a quand même des problèmes assez légers. Et je vous prends cet exemple parce qu'il se trouve que avec Adéquation accompagne aujourd'hui une réflexion sur l'accompagnement des agents de la fonction publique, justement pour pouvoir s'installer sur des parcs de logements dans des territoires sous tension. On voit très bien qu'en fait, ces classes moyennes, souvent aussi, c'est des professions essentielles. C'est les enseignants, c'est les infirmiers, c'est des personnes qui travaillent au fonctionnement de la vie quotidienne, qui n'ont pas énormément des moyens et qui s'y trouvent face vraiment à des blocages pour trouver des logements et qui souvent donc ne peuvent pas ou ont du mal à accéder à des emplois qui sont des emplois essentiels et qui donc ils doivent s'orienter ou changer des territoires pour pouvoir trouver une solution des logements. Donc, effectivement, la problématique concerne tout le monde, davantage des personnes qui n'ont pas forcément de moyens pour se loger, mais n'oublions pas aussi d'autres personnes qui ont un travail, mais dont les revenus ne sont pas suffisamment importants pour pouvoir se loger dans un parc privé ou dans un parc social parce qu'ils ont des plafonds de ressources qui dépassent les limites et donc ils s'y trouvent mécaniquement exclus de toute solution de logement. Et on a entendu parler souvent d'infirmiers, des professeurs qui, dans leur mobilité au niveau de professionnel, ils vont changer de territoire. Et quand ils arrivent sur des nouveaux territoires, par exemple, ils sont obligés de passer plusieurs semaines à dormir dans leur bagnole sans pouvoir forcément trouver une solution de logement intéressante. Donc voilà, c'est vraiment une question des fonds de toute base sociale. Mais là, on n'est pas à la place du gouvernement, on fait pas les lois. On essaye simplement de comprendre un peu quelles sont les dynamiques et dans la mesure du possible, pouvoir vous aider à regarder et trouver des solutions ensemble. Je vais vous proposer donc d'enchaîner sur la deuxième partie parce qu'on se rapproche très vite de la fin de ce webinaire. Donc là, on va avoir une approche un peu plus en termes d'intérêt du dispositif, de profit de la clientèle. Donc, c'est quoi les avantages pour les collectivités pour développer ces segments des marchés? On l'a dit, c'est un levier d'action pour les collectivités et leurs opérateurs pour intervenir, réglementer et diversifier les marchés tendus. Ça concerne effectivement, on l'a vu tout à l'heure, des communes qui se trouvent dans les zonages A et B1. Donc, c'est souvent dans des situations où les marchés sont tendus, souvent qui retrouvent un rattrapage par rapport aux objectifs de la loi SRU. Et donc, le fait de développer ce nouveau produit, ça doit les aider à trouver des solutions concrètes au quotidien pour satisfaire les différents segments des populations qui habitent sur leur territoire. C'est donc un nouveau produit. Ça, quand on parle de nouveau produit, on l'a vu tout à l'heure, il a été lancé en 2014, il y a eu des réformes depuis. Mais voilà, on rentre dans cette logique des parcs résidentiels et c'est un produit qui est adapté justement à développer une offre spécifique à destination des classes moyennes et des publics clés. On l'a dit tout à l'heure, ils ont ouvert la résidence des services au sens large pour des étudiants, pour des seniors, pour des actifs à faible revenus. Donc, c'est ça la logique qu'il y a derrière tout ça. Et c'est aussi un outil de diversification permettant de rechercher de nouveaux modèles économiques pour les opérations acquisition et amélioration des passoires thermiques. Et vraiment, c'est une politique assez forte qui a été lancée par le gouvernement. Et donc, l'idée de lier les deux, on pense que c'est quelque chose de vraiment de très intéressant, d'autant plus qu'il y a cette extension du crédit impôt sur les sociétés qui doit participer justement à trouver des modèles économiques, à trouver des équilibres économiques dès lors qu'on se lance sur ces opérations qui sont assez complexes.
quand on parle d'amélioration des performances énergétiques, on sait très bien que les coûts de construction, enfin le coût d'amélioration sont parfois assez énormes et les équilibres ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a ces obligations, la création du DLI. Du LLI n'est pas un objectif en soi quand on parle de rattrapage par rapport au dispositif SRU. Ce sont plutôt des obligations en termes des flux de production qui sont concernés. Et donc, voilà, c'est vraiment une idée, je me répète là-dessus, comment mettre en place des dynamiques plus opérationnelles, lancer des opérations et donc favoriser finalement à la fois la création d'une offre spécifique pour les classes moyennes et donc à travers le logement intermédiaire, mais aussi continuer cette logique de rattrapage et continuer à développer du logement social. Aujourd'hui, on vous propose cette analyse. Donc, on a regardé un peu au cours de 5 dernières années quels sont les volumes de logements abordables qui ont été produits à l'échelle nationale. On voit très bien qu'il y a une augmentation un peu des productions en termes du LLI parce qu'on est parti de à peu près 12 000 logements produits en 2019 à 29 000 produits aujourd'hui. Ce sont des estimations, mais qui prennent en compte en plus sur les plans des relances qui ont été lancés par le gouvernement en 2020 avec la Covid en 2022. Donc, il y a un effet conjoncturel qui fait qu'il y a une augmentation assez importante en termes de production du LLI. Par contre, nous, on pense, et vu les actualités législatives, que cette tendance des fonds, c'est-à-dire cette augmentation du logement locatif intermédiaire, va continuer, peut-être en moindre mesure, mais au cours des années, des prochaines années. Et si on regarde en termes de logement abordable dans l'ensemble, on voit aussi une progression dès lors qu'on inclut d'autres produits comme du BRS, du PCLA, du LS. On voit très bien qu'en fait, il y a une augmentation structurelle qui est portée, bien entendu, par du LLI, mais voilà, il y a un effort de production qui est important. On passe de à peu près 44 000 logements produits en 2019 à plus de 58 000 produits en 2023. Donc, c'est vraiment une dynamique qui est à l'heure. Juste pour rappel, en fait, le gouvernement essaie de doubler la production d'ici 2026 pour arriver à environ 75 000 logements intermédiaires en 3 ans. Donc, c'est une augmentation assez importante. En tout cas, ça, c'est l'objectif, c'est la volonté. Et en termes de comparaison, il faut avoir toujours en tête que avec les dispositifs Pinel, on était en moyenne de 50 000 logements par an. Donc, on voit très bien les ordres des grandeurs. Et puis, en termes de profil des locataires, comme je disais, voilà, c'est un dispositif qui a été pensé, qui a été mis en place pour répondre aux besoins des classes moyennes et des certaines catégories, de certains publics. Les deux acteurs majeurs du dispositif, donc le groupe Action Logement d'un côté et CDC Habité de l'autre, effectivement, quand on regarde leur cible, c'est vraiment des jeunes actifs, des classes moyennes. On est sur des revenus qui varient entre 3 000 et 3 700 euros par mois par ménage, avec une moyenne d'âge assez jeune, parce qu'on parle de personnes qui ont autour des 34-35 ans. Donc, c'est des gens actifs qui rentrent sur les marchés du travail et qui n'ont pas forcément énormément de ressources à mettre pour pouvoir se loger. Ces locataires, hein, effectivement, ils répondent aussi à ces offres de location. Ils répondent aussi à cette logique de transformation des ménages. On sait que structurellement, en fait, la taille des ménages, depuis des années, est en train de baisser. Donc, on est dans ces logiques de décohabitation, donc des recherches, souvent des personnes avec des enfants à charge, des solutions de location et donc d'habitation. Donc, question, effectivement, je le répète, hein, c'est pour les classes moyennes, c'est pour ces personnes qui ont des plafonds, des ressources qui ne leur permettent pas d'accéder au logement social et en même temps n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir se loger dans le cas du marché libre. On sait très bien que ces seuils permettraient donc à certains ménages d'accéder au logement social, mais étant donné que le logement social a été pensé et vise notamment à répondre aux besoins des classes et des personnes les moins équipées en termes de revenus,
aujourd'hui, en 2022, seulement 1% des attributions des logements sociaux ont concerné des ménages présentant des ressources situées entre le plafond du plus et du PLS. Et donc, l'idée vraiment là, c'est de développer du LLI pour permettre aux classes moyennes d'accéder au logement, mais aussi favoriser une certaine rotation dans les parcs sociaux. Parce que dès lors qu'on arrive à se loger, voilà, je l'ai répété en introduction, moi je l'ai vu et vécu personnellement dans mon cas spécifique, quand on commence à pouvoir se loger, à se stabiliser sur un territoire, souvent on rentre dans une logique aussi des carrières, avec un premier emploi, un deuxième emploi, et c'est là en fait la question du parcours résidentiel devient importante. Donc cette rotation du parc social, euh, c'est quelque chose d'important et qui devrait pouvoir bénéficier tout le monde. Donc, comme je le disais en introduction, hein, c'est vraiment du logement qui est destination souvent de la sixième et cinquième décile. Donc, c'est des populations de ménages qui ont autour de 3 000, 3 500 euros de revenus à disposition. Et donc, pourraient accéder théoriquement à un loyer moyen d'un T3 qui fait à peu près une soixantaine de mètres carrés. Donc, vous voyez, charge et parking, hors charge et parking, bien entendu, sur des entendus. Donc, ça, c'est la cible prioritaire pour ce genre de dispositif. Et quand on passe à une échelle un peu plus territoriale, à travers l'exemple, par exemple, de la métropole des Bordeaux, on voit très bien qu'il y a quand même un nombre suffisamment important des ménages sur la zone A de la métropole. On parle d'environ de 47 500 ménages qui pourraient être éligibles justement à ce logement locatif intermédiaire. C'est quelque chose d'assez important, bien entendu moins important par rapport à, par exemple, à des populations, des ménages qui seraient éligibles, situés entre le plafond du PLLI et du plus. Mais c'est quand même un volume assez important si comparé, par exemple, à des ménages qui ont des revenus supérieurs au plafond de Pinel. Et la même analyse, même s'il y a de moins d'importance, on peut la voir sur la zone B1 de la métropole, où là, le nombre de ménages il est moins important, mais quand même, il y reste assez conséquent. Et donc, il y a vraiment des potentiels de développement assez importants dans chacun des territoires en fonction, bien entendu, des spécificités, des caractéristiques du marché immobilier. Et nous, effectivement, on a cette capacité de vous accompagner là-dessus. Aujourd'hui, on a une promotion pour la réalisation de l'analyse des marchés du logement locatif intermédiaire qui est à 990 euros au lieu de 2500. Mais au-delà de tout ça, voilà, on est dans une logique vraiment de déchiffrage et de transmission d'échanges sur cette question du logement locatif intermédiaire. Et c'est pour ça qu'on a lancé en fait ces webinaires. Donc le dernier, il va avoir lieu demain et qui va être lui axé sur la question des résidences des services. Pareil, c'est demain à 9 h. Ce sera ma collègue Bénédicte qui va s'étaler à l'exercice. Désolé d'être allé assez vite, mais le temps imparti était assez restreint. J'ai essayé de expliquer de la meilleure manière possible cette actualité. On l'a fait en 40 minutes. Tristan, je ne sais Alessandro, pas. on a peut-être deux natures de questions qui étaient assez intéressantes. Enfin, toutes les questions étaient intéressantes hein, là-dessus, c'est pas le sujet. Une question sur la notion de profondeur de marché, est-ce qu'on devrait atteindre une profondeur de marché où le LLI devrait venir saturer le marché en quelque sorte? Et puis une seconde nature de question qui était quel est l'intérêt du LLI quand on a une tension de marché un peu moindre sur des secteurs un peu plus reculés, je dirais. La profondeur, effectivement, la profondeur du marché ça peut être assez importante en fonction des situations des différentes communes. Euh, c'est là où il faut être assez attentif. Globalement, à l'échelle française, hein, à l'échelle nationale, on a, excusez-moi, j'ai quelques diapositives, on a Ah, on a perdu Alessandro.
pardon, je m'excuse, je pense qu'on a perdu Alessandro qui a dû cliquer sur la mauvaise manip, non pas partager mais quitter. Je pense qu'il va nous revenir. Mais effectivement, vous avez vu, je vous ai répondu à travers le chat sur ces deux éléments principaux qui sont, pour le premier, effectivement, il y a une profondeur de marché qui est bien plus large, bien plus profonde que ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce que vous avez pu voir à travers l'exemple de Bordeaux aujourd'hui, de Lille Métropole hier. On a une vraie profondeur de marché. Et le deuxième point, t'es revenu Alessandro, je répondais du coup sur les deux questions. Et la deuxième étant sur la partie du logement intermédiaire, du logement dans des zones plus détendues. Là-dessus, vous avez des secteurs qui malgré tout peuvent être éligibles et intéressants à regarder. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à noter, c'est-à-dire que pour le coup, nous, on fait beaucoup d'analyses et vous l'avez vu à travers la carte qu'on vous a montrée aussi sur des secteurs qui ne sont pas toujours des secteurs extrêmement tendus. Et on y trouve parfois du potentiel. Ça dépend de l'intérêt de votre site, ça dépend de sa localisation, et puis derrière, ça trouve en général une clientèle, puisque même sur des secteurs ruraux, il y a des sur des petites typologies. Alors, il y a pas mal d'autres questions, effectivement. Alors, Eddy nous évoque, le LLI est-il un produit adapté à toutes les communes? N'a pas été vraiment évoqué, je me trompe pas. Alors, si on l'a quand même évoqué sur la partie du logement SRU, puisque a fait le décompte à partir du projet de loi, vous avez pu trouver des éléments là-dessus. Et puis, on l'a noté sur les questions de zonage. Malgré tout, c'est pas éligible partout, donc c'est pas éligible sur toutes les communes, mais il y a un grand nombre aujourd'hui qui le sont. Et puis, vous avez la dernière analyse qui est croisée, qui est celle du potentiel de marché. Et là, effectivement, c'est toute la démonstration qu'a fait Alessandro sur Bordeaux Métropole. Et après, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Marché détendu avec des logements sociaux, bien au-delà des 25%, exemple de Reims. Eh ben, je serais très, très curieux d'en discuter de Reims. Je pense que pour le coup, si Reims n'est pas un secteur très tendu, je serais bien intéressé d'en discuter ensemble. Pourrait-on avoir le support de présentation? Le support de présentation sera remis dès que vous aurez cliqué sur la fin du support. Et voilà, je pense qu'on a répondu à peu près à l'ensemble des questions. Merci, Alessandro, je te laisse reprendre la main. Non, mais désolé, j'ai eu une mauvaise manipulation, donc j'étais en train de vous répondre. Merci Tristan d'avoir pris le relais. Je pense que tu as répondu à l'ensemble des questions. D'ailleurs, merci Tristan de m'avoir accompagné sur cette démarche. Et peut-être on peut s'arrêter là. Bonne journée à tous. Bonne journée.